Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. En ce 23 septembre 2012, j'avais commencé mes petites capsules sur l'histoire de la physique quantique. Ça m'a pris un petit peu de temps de décider parce que c'est un sujet qui est très aride. Et c'est sûr que quand on met des vidéos sur YouTube, on aime bien qu'il soit vu par le plus grand nombre de personnes. De toute façon, ça fait depuis le printemps 2012 que je prépare ces vidéos-là à temps perdu, en lisant des livres en provenant de la bibliothèque, en m'informant, essayant de me condenser un peu tout ce qui se sait actuellement sur la physique quantique, mais de façon très générale. Et ma première vidéo va s'intituler Préambule à la physique quantique, ou la théorie des quantums. Avant, par exemple, j'aimerais faire un petit retour en arrière autour des années 1900. Les physiciens de l'époque croyaient que, à partir de, mettons, 1890 à la 1900, que tout avait été découvert et que l'homme était au-dessus de ses affaires et que, au point de vue physique, on connaissait pas mal tout, là, puis il n'y avait plus rien à découvrir. Et comme on le sait, dans ces années-là, la physique était basée sur les lois de Newton qui dataient de 1687 et sur la théorie de Maxwell qui datait de 1865. Maxwell unifiait l'électromagnétisme et l'électricité avec sa théorie. Mais très vite, nous nous sommes aperçus que malheureusement, il y avait des petites fissures qui apparaissaient dans la physique. Mais on croyait que c'était pas très important, là. Il y avait des petites choses qui ne collaient pas avec les lois de la physique qu'on connaissait, mais ça allait finir par passer et dans quelques années, on ne parlerait plus de ça. Mais plus on fouillait dans la physique, plus on scrutait les nouvelles théories, plus on s'apercevait que ces choses qui apparaissaient minimes montraient de plus en plus des signes évidents qu'il y avait une fracture énorme là, qui apparaissait de plus en plus énorme entre la physique conventionnelle et les nouvelles découvertes qui venaient d'être faites. Quand on pense à la vitesse de la lumière, qu'on avait toujours pensé que la vitesse de la lumière c'était une chose qui était infinie, et que Wilkinson et Morley avaient prouvé que la vitesse de la lumière était finie, et sa vitesse est à peu près de 300 000 km/s. Ça veut dire que pour aller à la Lune, un rayon lumineux ou laser, ça y prend une seconde, 0.3, et le Soleil, pour aller la lumière du Soleil à venir à nous, c'est 8 minutes et demie à peu près. Et on a réalisé que peu importe comment on procédait pour ajouter de la vitesse à la vitesse de la lumière, c'était impossible. Ça ne marcherait pas. La vitesse de la lumière était constante, 300 000 km/s. Et on donnait l'exemple des théories anciennes que si vous êtes dans un train qui va à 50 000 à l'heure et que vous courez à 10 000 à l'heure dans le train en allant dans le sens du mouvement, l'observateur qui est sur le terrain à côté de la voie ferrée va vous voir passer, mais vous allez aller à 60 000 à l'heure ou 70 km/h. Mais la vitesse de la lumière, ça ne marcherait pas, ça. Peu importe la vitesse qu'on essayait de lui ajouter, c'était toujours constant. Et on comprenait pas ça, là, mais c'est un paradoxe que on ne pouvait rien ajouter à la vitesse de la lumière. Et à cette époque-là, on était incapable d'expliquer certains phénomènes qui se passent dans le domaine de l'infiniment petit, comme l'effet photoélectrique. Ça avait été détecté, mais on ne savait pas pourquoi ça se passait de même. Là. On l'ignorait totalement, parce que les sciences n'étaient pas assez avancées, les sciences conventionnelles, c'était pas assez avancé pour expliquer ces phénomènes-là. Et l'électromagnétisme, pas grand monde, c'était difficile à expliquer. Et c'est à partir de 1900 qu'une nouvelle physique va être inventée par l'esprit humain.
avec la découverte de Max Planck, qui en 1900 découvre que les photons de lumière se transmettent sous forme de quantum, de quanta, de façon discontinue. Là, je n'appliquerai pas là-dessus, là. On verra dans d'autres épisodes comment est-ce qu'il a fait pour trouver ça. Et de 1900 à 1921, là, la physique quantique a évolué. Et à partir de 21, cette genre de physique-là a été appelée la vieille physique quantique. Cette physique-là avait été élaborée par Einstein, Planck et Bohr, Niels Bohr. Excusez. Et il y a eu une autre période, là, à partir de 1921, c'est pas une période, mais c'est une entre-période. Louis de Broglie avait réalisé et prouvé qu'une particule pouvait se comporter comme une onde. Ça a bien fait plaisir à Albert Einstein parce que c'était le seul qui croyait à ça, ou presque, depuis 1905. Il n'y a presque personne qui croyait à ça, même Max Planck ne croyait pas à ça. Et là, la physique quantique va commencer à se développer, je dirais de façon accélérée avec le théorème de Louis de Broglie, là, que une particule pouvait se comporter comme une onde. Il y a eu l'Allemand Werner Heisenberg avec sa mécanique matricielle. Ça, Heisenberg, il avait 25 ans, puis ça, c'est un grand de génie, parce que la mécanique matricielle, c'est quasi incompréhensible, et même encore aujourd'hui. Ensuite de ça, il y a eu l'Autrichien Erwin Schrödinger, avec sa mécanique ondulatoire, et le Britannique Paul Dirac, avec son algèbre numérique. Et pour la troisième période, là, la physique quantique avait pas passablement évolué. On commençait à savoir comment ça marchait dans la physique quantique et qu'il n'y avait plus de déterminisme dans la physique quantique, contrairement à la physique conventionnelle avant des années 1900, là, qu'il n'y avait plus de déterminisme là-dedans, c'était un genre de probabilisme. Et de 1928 à 1970, il y a eu l'Américain Richard Feynman. Après le Britannique Paul Dirac, puis Schrödinger, puis Heisenberg, il n'y avait pas eu grand développement. C'est Feynman qui a réussi à faire la synthèse des différentes approches pour aboutir à la théorie quantique des champs, ce que tous les scientifiques travaillent avec ça aujourd'hui. Et il y en a d'autres aussi qui ont élaboré dans ces périodes-là. On peut en nommer que quelques-uns, là. Il y a J.J. Thomson, que lui a découvert l'électron. Il y a Ernest Rutherford, que lui avait découvert que la matière était composée presque de vide, là. Il y avait un petit noyau au centre et un électron qui tournait très très loin. Puis dans ce temps-là, les hommes étaient, disons, étaient assez religieux, là, puis on voyait le système planétaire, c'était une affaire de Dieu, puis on avait associé dans l'infiniment petit, là, que c'était un peu le même principe. Que ça veut dire qu'entre la Terre et le Soleil, c'est du vide, là. Hein, si vous regardez ça de très très loin, vous allez voir le Soleil, il y a un petit point, puis un mini point, puis entre les deux, c'est du vide. Fait que Rutherford s'est aperçu de ça. Il y a Arnold Sommerfeld, que lui avait ajouté un homme quantique. Ensuite de ça, il y a Wolfram Pauli, que lui avait trouvé le principe d'exclusion. Puis il y a eu Max Born. Il y en a eu quelques autres, là, mais en général, c'est ça qui s'est passé dans la physique quantique. Et dernièrement, on a eu une chance, je dirais, exceptionnelle de découvrir le boson de Higgs. Parce que le CERN, le LHC, le Large Hadron Collider qu'ils ont fait en Europe, c'est un peu qui a réussi à convaincre les politiciens du temps pour faire ce projet-là. Imaginez-vous, ça a coûté des milliards de dollars, ça. Puis si on n'avait pas trouvé le boson de Higgs, à ce moment-là, ça aurait été difficile de poursuivre plus loin la recherche dans la physique quantique
dans le même domaine, parce que le boson de Higgs, c'était la pierre angulaire qui manquait pour justifier la véracité de la physique quantique que nous connaissons aujourd'hui. Et je pourrais conclure aussi en disant que la physique quantique, c'est la théorie humaine la plus aboutie à ce jour. Elle prédit avec succès le comportement des lasers et des puces électroniques aujourd'hui, que c'est dans tous les systèmes, et la stabilité d'ADN et la façon dont la particule alpha quitte le noyau par l'effet tunnel. Ça, il y a bien d'autres choses en physique quantique, là, mais disons que c'est une physique qui est complètement indépendante de l'ancienne physique, là. Et il y a des choses qui se passent là-dedans que c'est pas explicable avec la physique conventionnelle. Ensuite de ça, je me console de parler un peu de physique quantique, parce qu'avec mes nombreuses lectures que j'ai faites depuis ce printemps dans ce domaine-là, j'ai réalisé que Richard Feynman, le dernier des grands qui a fait avancer la physique quantique, disait souvent, il dit, celui qui vient me dire qu'il comprend la physique quantique est un menteur. Imaginez-vous. Un gars comme Richard Feynman qui dit ça. Ça veut dire que la physique quantique, il ne faut pas se gêner à essayer de toucher à ça, parce que même ce grand savant-là disait que c'était une chose qui était presque incompréhensible. Et probablement dans les années qui viennent, là, peut-être dans 20, 30, 50 ans, voyez-vous, si on fait un petit retour en arrière, il y a eu Galilée des années 1400, il y a eu Isaac Newton à la fin des années 1680, là. Il y a eu Albert Einstein en 1905. Ensuite de ça, ben, si on fait un 200 ans, ça veut dire que ça pourrait aller à 21 025 avant qu'un autre génie de ces gens-là vienne sur la Terre pour nous dire que la physique quantique que vous avez trouvée, c'était très bon, c'était une bonne affaire, mais il y a des petites choses qui ne sont pas correctes, là. Et que, ben, que voulez-vous, c'est de même que ça marche, la science. Hein? Einstein a bouleversé la cosmologie avec sa relativité générale, là, en nous... ça, c'est pas encore compris beaucoup aujourd'hui, là, que l'espace-temps est courbe et que les masses courbent l'espace et que si vous... même vous courbez l'espace, là, si vous êtes, je sais pas, on est peut-être 7-8 gars, on parle ensemble, là, puis on dessine une figure géométrique, mettons, autour de nous. Mettons, prenant un triangle, c'est facile, là. Normalement, un triangle, il y a 360 degrés, le total des angles, bien, suivant la relativité générale d'Albert, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on a de la masse, nous autres, donc on déforme l'espace, on courbe un peu l'espace. C'est des milliardièmes de degrés, là. Mais quand vous vous rendez au soleil, c'est un peu plus important, puis dans les trous noirs, mais en tout cas. Fait que sur ça, je vais conclure mon préambule, et quand j'aurai terminé toutes mes capsules sur la physique quantique, l'histoire de la physique quantique, je mettrai tout ça en ligne en même temps. Sur ça, je vous dis merci, bonne écoute, et à la prochaine.